Le mot statistique joue sur une homonymie que l'on retrouve dans la plupart des langues européennes. Il y a l'État au sens état des lieux, et puis il y a les États avec une majuscule, c'est-à-dire des royaumes ou des républiques. Le mot est apparu en Allemagne, comme le précise Karl Pearson. À cette discipline hybride de politique, histoire constitutionnelle et description de la constitution des États, Gottfried Achenwall, en 1752 pour la première fois je crois, donna le nom de statistique, comme une branche distincte de la connaissance. Cette branche ne se préoccupait ni de nombres, ni de théories mathématiques. Effectivement, c'est Achenwall qui a créé la discipline universitaire, non pas en 1752, mais en 1746, et qui lui a donné le nom de statistique. Il le raconte 3 ans plus tard. Voici une nouvelle introduction aux constitutions des États européens les plus nobles. La première version a été rédigée à l'université de Marbourg, où j'ai commencé en 1746 à donner des cours de statistique. Quand le destin m'a envoyé ici, c'est-à-dire à Göttingen, au printemps 1748, j'ai rendu public, peu après mon arrivée, la notion de statistique. S'il est exact que Achenwall a créé la discipline universitaire et lui a donné son nom, le concept existait depuis longtemps. Dans tous les États européens centralisés, on a publié des descriptions. En France, au moment où Louis XIV décide d'assumer seul le pouvoir, on voit fleurir plusieurs de ces États de la France. Celui-ci est publié justement en 1661, au moment de la mort de Mazarin. Louis XIV a 23 ans et vous le voyez représenté sur le frontispice. Quand Pearson dit que la description des États ne se préoccupait pas de chiffres, ce n'est pas tout à fait exact. Vous voyez ici que la liste des villes est accompagnée de la recette de l'impôt, au denier près. Il y a donc bien des listes de nombres. On donne aussi la liste des universités, où on apprend qu'il y a une université à Caen, Dole, Cahors, Valence, mais pas à Lyon, ni Marseille, ni Grenoble. Parmi les prédécesseurs d'Achenwall, une mention spéciale est due à Vauban, qui avait parfaitement compris le concept de statistique, même s'il n'utilisait pas le mot. C'est bien le Vauban auquel vous pensez, celui qui a couvert la France de forts Vauban et de citadelles Vauban. Pour ses projets de fortification, Vauban a passé une grande partie de sa carrière à sillonner la France en diligence. Il a rencontré sur les routes beaucoup de misère. Il y avait encore des famines en France sous Louis XIV. Vauban raisonne un homme d'État et comprend que les injustices dont il voit les effets affaiblissent le pays et ne pourront pas durer éternellement. En 1707, à 73 ans, alors qu'il est au faîte de sa gloire et qu'il pourrait profiter tranquillement d'une retraite bien méritée, il fait quelque chose de proprement révolutionnaire. Il écrit ce projet d'une dîme royale où il propose rien de moins que de supprimer la taille, les aides, douanes, décimes du clergé, tous ces impôts injustes qui affament le peuple, pour les remplacer par un impôt juste et égalitaire. Je me sens encore obligé d'honneur et de conscience de représenter à Sa Majesté qu'il m'est apparu que de tout temps on n'avait eu assez d'égards en France pour le menu peuple, et qu'on en avait fait trop peu de cas. Aussi, c'est la partie la plus ruinée et la plus misérable du royaume. C'est elle, cependant, qui est la plus considérable par son nombre et par les services réels et effectifs qu'elle lui rend. Car c'est elle qui porte toutes les charges,
qui a toujours le plus souffert et qui souffre encore le plus. Et il ne se contente pas de bons sentiments, il veut étayer son argumentation par une évaluation chiffrée. L'idée de Vauban est que la France n'a pas autant d'habitants qu'elle pourrait en nourrir. Et pour le démontrer, il lui faut une estimation de la population et de la surface. Si la France était peuplée d'autant d'habitants qu'elle pourrait nourrir de son cru, elle en contiendrait sur le pied de 700 par lieu carré 21 millions et sur le pied de 800 24 millions. Et par les dénombrements que j'ai supputés, de quelques provinces du royaume et de plusieurs autres petites parties, il se trouve que la lieue carrée commune de ces provinces ne revient qu'à 627 personnes et demie, de tous âges et de tous sexes. Comment Vauban a-t-il fait ces calculs? Ce n'était pas facile. Même la surface du pays était inconnue. Il a pris les différentes cartes disponibles pour chaque province et il a calculé la surface en fonction de l'échelle. Comparez par exemple la première colonne et la dernière. La différence est souvent de l'ordre de 20% ou même plus. Après avoir listé les évaluations de toutes les provinces, il obtient en sommant 5 estimations de la surface totale, dont il prend tout bonnement la moyenne arithmétique. Et si ce n'est pas des statistiques, ça. Vauban est conscient de la difficulté qu'il y a à connaître la population du pays. Il n'est pas très sûr de sa propre estimation, mais il a des propositions à faire pour l'améliorer. Un recensement précis, paroisse par paroisse, dont il donne un modèle pour sa province, la Normandie. Une fois son projet soigneusement pensé, mis au point, rédigé, Vauban se lance et le soumet à Louis XIV. Après tout, le roi lui doit une fière chandelle. Il l'a fait maréchal de France, et c'est justice. Ne serait-ce que pour les victoires qu'il a fait remporter sans effusion de sang, par sa seule science des fortifications. Vauban n'est quand même pas naïf. Il s'attend à ce que les nobles et le clergé ne renoncent pas aussi facilement à leurs privilèges. C'est pourquoi on ne doit pas être surpris si la critique la plus mordicante se déchaîne pour le décrier. Mais je suis d'avis de laisser dire et de ne s'en point mettre en peine. Quand un grand roi a la justice de son côté, jointe au bien évident de ses peuples, et 200 000 hommes armés pour le soutenir, les oppositions ne sont guère à craindre. Je n'ai plus qu'à prier Dieu de tout mon cœur, que le tout soit pris à aussi bonne part que je le donne ingénument, et sans autre passion ni intérêt que celui du service du roi, le bien et le repos de ses peuples. Vous avez deviné la réponse? Sur ce qu'il a été représenté au roi en son conseil, qu'il se débite à Paris un livre portant projet d'une dîme royale, dans lequel il se trouve plusieurs choses contraires à l'ordre et à l'usage du royaume, à quoi étant nécessaire de pourvoir. Vu le dit ouvrage, oui le rapport de M. Turgot, le roi en son conseil ordonne qu'il en soit fait recherche du dit livre et que tous les exemplaires qui s'en trouveront soient saisis et confisqués et mis au pilon. Vauban est mort 6 semaines après cet édit royal, sans doute avec un sentiment d'échec. Il n'a jamais su à quel point son livre allait être célèbre. La censure royale y a fait beaucoup. Le livre a été édité une dizaine de fois dans les années qui ont suivi, et il est toujours célébré comme un des premiers livres de statistiques, même si le mot n'existait pas encore. Vauban a été imité par d'autres hommes d'État, en particulier en Espagne. Ce Jerónimo de Ustariz est un ministre
au service de Philippe V. Philippe V, c'est le premier Bourbon d'Espagne, le petit-fils de Louis XIV. Ustaris écrit en 1724 cette théorie et pratique du commerce et de la marine pour servir le royaume et, dit-il, contre les ennemis de la foi catholique. On est bien en Espagne. Remarquez que le livre n'est pas offert à Philippe V, mais à ses pieds royaux. Ustaris ne cache pas son admiration pour Vauban, qu'il n'hésite pas à citer un exemple, malgré la censure. Je parle de M. de Vauban, ingénieur général et maréchal de France, aussi recommandable par sa dextérité dans la science militaire que par son zèle pour le service du roi Louis XIV, son maître, et du bien commun de son royaume. Il écrivit un livre intitulé La dîme royale, qui est une preuve de ses capacités et de son amour pour le bien public. Ustaris n'est pas un mathématicien, il a simplement du bon sens et un problème. Les chiffres des recensements sont sous-estimés, et il le sait. Pour savoir de combien, il va vérifier lui-même. J'ai encore d'autres preuves de cette infidélité. J'ai vérifié moi-même le dénombrement de quelques-uns de ces foyers en divers endroits des environs de Madrid, en m'informant de leur composition exacte. J'ai trouvé que dans les uns on avait omis un cinquième des habitants, dans d'autres un quart, et même un tiers. J'ai fait la même comparaison en Andalousie et ailleurs, en utilisant les informations de personnes de confiance dans les villes, villages et lieux-dits, et j'y ai constaté les mêmes diminutions. Tout cela me fait croire que d'une contrée à l'autre, on aura omis un cinquième, de sorte que si les 4 autres cinquièmes se montent à 1 140 000 foyers, ajoutons à cela le cinquième, le total se montera à 1 425 000 foyers. En clair, Ustaris a estimé le biais sur un échantillon et a débiaisé ces données en utilisant son estimation. Encore un statisticien d'avant la statistique. Cet homme-là, Jacob Bielefeld, est particulièrement au courant du développement de la statistique et de son histoire. C'est un noble Prussien qui, parce qu'on est au temps de Frédéric II, écrit en français. Ses écrits sont des ouvrages de vulgarisation. Bielefeld n'apparaît dans aucune histoire de la statistique. Il n'a inventé aucune méthode, démontré aucun théorème. Pourtant, on trouve chez lui une histoire de l'arithmétique politique et la description des principaux concepts de cette arithmétique politique, en particulier les calculs sur les tables de mortalité. On y trouve aussi une méthodologie du recensement des populations proche de celle de Vauban, et également une description statistique de l'Europe au sens d'Archenbal. Il se trouve que c'est lui également qui a écrit pour la première fois le mot statistique en français. Et c'est par la traduction de son livre que le mot est apparu en anglais pour la première fois. On trouve tout cela dans les institutions politiques. L'essentiel est dans le tome 2, paru en 1760. Le tome 3 est paru après la mort de Bielefeld. C'est celui qui contient la statistique de l'Europe. Il y a aussi un chapitre consacré à la statistique dans ses premiers traits de l'érudition universelle, qui est une sorte d'encyclopédie pour la jeunesse. Pourquoi Bielefeld est-il complètement oublié? Une des raisons est son éloge funèbre à l'Académie de Berlin par le secrétaire de cette académie, Samuel Formé. Il donna ensuite les progrès des Allemands dans les belles lettres, ouvrage intéressant mais qui n'est pourtant qu'esquissé et assez incorrect. Je serais tenté de passer sous silence ces amusements dramatiques qui n'amusèrent jamais que lui.
Mais ces institutions politiques, comme je l'ai déjà insinué, sont un livre véritablement estimable. Un critique des plus mordants voulut couler à fond ce livre, mais il n'y réussit pas. Ses lettres familières furent un enfant de son loisir, mais un enfant gâté et beaucoup trop familier. Ces traits d'érudition universelle ne sont que des traits, l'ensemble y manque. Les jeunes gens peuvent pourtant en tirer quelques parties. Vous vous doutez bien qu'avec un éloge pareil, la postérité de l'œuvre de Bielefeld était bien compromise. Pourtant, Bielefeld avait une idée claire du développement de la discipline. Voici comment il décrit les débuts. L'arithmétique politique est née dans le terroir qui devait naturellement la produire, c'est-à-dire en Angleterre. Un pays où toutes les parties des mathématiques sont cultivées avec tant de soin, qui a l'honneur de l'invention de tant de calculs fameux, qui a produit le célèbre Newton, père de tous les calculs. Une nation qui sait peser jusqu'aux astres et qui, joint à ce talent un goût décidé pour la politique, ne pouvait manquer de réduire au principe du calcul les objets principaux du gouvernement de l'État. En Suisse, l'infatigable M. Bernoulli a éclairci divers points relatifs au calcul politique, et l'on sait quel est le juste cas que l'on doit faire de tout ce qui sort de la plume de ce grand homme, en qui la science des mathématiques semble être innée. Bielefeld décrit aussi une méthodologie du recueil de données et explique ce qu'il faut en faire. Lorsque le souverain s'est procuré toutes ces dates, il veut dire données, le plus exactement qu'il est possible, il peut donner de l'occupation à ses calculateurs politiques, qui en font des résumés très instructifs. Il me semble que la chose vaudrait bien la peine que chaque État entretint un ou deux calculateurs politiques qui n'eussent qu'à appliquer uniquement à recueillir les listes des paroisses et à en former des tables telles que je viens de les proposer. Cette légère dépense serait bientôt compensée par les avantages que l'État retirerait de la justesse de toutes les mesures qu'on pourrait prendre dans le gouvernement. Voici le modèle de la feuille de tableur que Bielefeld propose à l'échelle du pays. Il en a aussi à l'échelle de la province. Oh, elle n'est pas essentiellement différente de celle de Vauban. Pour Bielefeld, comme pour Bernoulli avant lui, la loi des grands nombres cache une constante de la nature, qui est la limite ultime autour de laquelle on observe des fluctuations. Il y a, dans la mortalité d'un grand nombre d'hommes et dans une révolution considérable d'années, moins de hasard, moins d'irrégularité qu'on ne pense. Les mêmes chances, les mêmes proportions reviennent toujours au bout de quelque temps. Il semble que tout ce qui est dans la nature soit asservi à de certaines révolutions périodiques et presque uniformes dans un grand espace de temps. Enfin, on serait tenté de croire que la quantité d'hommes répandus sur la surface de la Terre a presque toujours été la même, ainsi que celle des autres créatures, et que ces choses pourraient bien se soutenir dans le même arrangement jusqu'à la fin des siècles. Et ça, c'est une grosse bêtise. Le critique des plus mordants dans l'éloge de Formé est Zulsmilch. L'occasion était trop belle. Zulsmich est l'auteur du premier livre, véritablement statistique, ou plutôt démographique, en Allemagne. Bielefeld avait eu l'imprudence de critiquer son recueil de données. S'appuyant sur la population de la Terre constante, Zulsmilch se venge, non sans s'abriter derrière l'autorité mathématique de l'air. Dans les premiers traits de l'érudition universelle, le chapitre 13e est consacré à la statistique. C'est la statistique au sens de Achenval. La statistique enseigne quel est l'arrangement politique
de tous les États modernes du monde connu. Et Bielefeld explique que la statistique utilise l'arithmétique politique pour établir la taille des populations. C'est une histoire totalement différente que raconte Karl Pearson en 1921. Il faut dire que la Première Guerre mondiale vient de se terminer et qu'il peut y avoir quelques biais nationalistes. Pour Pearson, il y a d'un côté l'arithmétique politique, inventée un siècle avant par les Anglais, d'autre part la statistique allemande, qui n'a rien à voir avec les mathématiques. Un peu plus de 100 ans plus tard, un événement extraordinaire se produit. Un Écossais vole le mot statistique et l'applique aux données et aux méthodes de l'arithmétique politique. C'était certainement un acte osé et éhonté de vol que John Sinclair a commis en 1798. Ah bon? Effectivement, de 1791 à 99 paraît un monument, The Statistical Account of Scotland. Sinclair s'est adressé aux prêtres des différentes paroisses en Écosse et leur a demandé des renseignements chiffrés sur leurs ouailles. Il a ensuite compilé et publié le tout. Au fond, rien de bien neuf, c'est ce que préconisait déjà Vauban. Mais c'est la première fois qu'un recueil de données est réalisé à une telle échelle, avec une telle précision. Sinclair mérite donc d'avoir son nom dans l'histoire de la discipline, mais certainement pas pour avoir volé le mot statistique aux Allemands. Il se trouve qu'il est lui-même à l'origine de cette légende. Voici ce qu'il dit. En 1786, je trouvais qu'en Allemagne, il réalisait des sortes d'enquêtes politiques, auxquelles il donnait le nom de statistiques. Cependant, j'applique une idée différente à ce mot, car en Allemagne, on utilise la statistique pour évaluer la force politique d'un pays, tandis que pour moi, il s'agit d'évaluer la quantité de bonheur de ses habitants afin de l'améliorer. Pas du tout. D'une part, le mot avait déjà été employé en Angleterre dans la traduction de Bielefeld 20 ans avant. D'autre part, le travail de Sinclair était bien une œuvre de statistique au sens d'Achenbach et de Bielefeld. Et les Allemands d'ailleurs, elles ne s'y sont pas trompés. Donc, pour laisser son nom dans l'histoire de la statistique, il faut raconter des bêtises sur l'histoire de la statistique. J'ai peut-être mes chances alors, vous ne croyez pas?